l'idée c'était que, puisque les entreprises sont la force la plus puissante au monde, on peut peut-être aussi parier sur elles pour résoudre les problèmes les plus importants de ce monde, dont les problèmes socio-environnementaux, à condition qu'elles mettent ces sujets-là au cœur de leur stratégie. En 30 ans, on a amélioré de 30% l'efficacité avec laquelle on utilise les ressources naturelles. En gros, pour produire une unité de PIB ou de PNB, il faut 30% de ressources naturelles en moins par rapport à il y a 30 ans. Parce qu'entre-temps, on a découvert que les ressources naturelles étaient rares, pas forcément toutes renouvelables, etc. Donc on a fait des efforts dans la façon dont on les utilise, on les gaspille moins, on est plus économe. Ça, c'est la bonne nouvelle, moins 30%. La mauvaise nouvelle, c'est que dans le même temps, donc les entreprises disent d'ailleurs, bah, regardez, on a quand même fait des efforts absolument colossaux, et elles n'ont pas tort. La mauvaise nouvelle, c'est que dans le même temps, on a globalement augmenté de 50% notre consommation de ressources naturelles. On en est là parce que les stratégies actuelles de développement durable connaissent leurs limites. Elles sont fichues comment ces stratégies actuelles de développement durable? En fait, elles sont centrées principalement sur, si j'étais méchant, je dirais elles sont centrées principalement sur les process internes, limiter l'impact des usines, limiter l'impact de la production. Et donc, si j'étais méchant, je dirais elles sont centrées surtout sur le fait de limiter les impacts négatifs. Les 3 clés de succès de ces approches-là. La première, c'est mettre le paquet sur l'innovation pour transformer l'offre à 100%, comme je l'ai dit, à terme, avec une très forte ambition commerciale. C'est-à-dire, on n'est plus sur, on va essayer de limiter les risques, limiter la casse, de ne pas se prendre de crise, etc. On veut transformer l'offre et faire en sorte qu'à terme, 100% de notre offre soit emblématique de ces valeurs-là. Clé numéro 2, la volonté proactive de changer le marché. Cette idée que, moi j'entends encore souvent, ah, mais les clients ne sont pas prêts, désolé, on ne va pas pouvoir, parce que regardez, on a le produit, ça ne marche pas, hein, les clients ne sont pas prêts, ils n'attendent pas ça du tout. Ça, c'est fini. L'idée, c'est, on a les clients qu'on mérite. Si vos clients ne sont pas prêts, la question, c'est qu'est-ce que vous faites pour qu'ils soient prêts demain? Troisième clé, évidemment, changer son modèle économique si nécessaire. Le groupe SOS, c'était l'idée de mettre au service de l'intérêt général la capacité d'invention, de réaction d'une entreprise, donc un modèle économique convenable au service de l'intérêt général, et ça reste ce qui anime le groupe SOS et au-delà du groupe SOS, le mouvement des entrepreneurs sociaux. L'idée qu'on peut gérer autrement en ayant un dispositif qui soit viable économiquement, puisque ce qui est assez paradoxal dans une maison comme le groupe SOS, aujourd'hui le chiffre d'affaires est à peu près de 570 millions d'euros par an. 75% de ce chiffre est fait sur un secteur concurrentiel. C'est-à-dire que nos concurrents sont des grandes entreprises cotées, aussi bien dans la santé, alors je ne les citerai pas, que dans la gestion d'établissements pour personnes âgées dépendantes. Il y a des grands groupes cotés parfaitement du marché. Nous sommes dans le marché, bien qu'issus de l'économie sociale et solidaire, puisque nos statuts, en tout cas au niveau de la holding, sont des statuts associatifs. Donc économiquement, personne n'est propriétaire de rien par rapport à une entreprise classique. Et puis nous avons décidé de limiter dans la maison SOS l'écart de salaire entre 1 et 10. Je sais bien que les statuts ne font pas la vertu. J'ai croisé dans mes vies précédentes des associations de malfaiteurs et je croise tous les jours des PME parfaitement exemplaires avec un patron qui se débat, qui ne se pose pas la question de savoir s'il doit limiter son salaire entre 1 à 10 ou 1 à 20 parce qu'il est de 1 à 4, et qu'en général il se verse au salaire quand il a fini de payer tout le monde. Plutôt que de comparer nos statuts, comparons nos pratiques. D'abord, apprenons à les mesurer, parce qu'effectivement, CO2, c'est facile, enfin, c'est ce qu'il y a de plus évident. Par contre, les pratiques sociales, économiques dans une entreprise, alors certes, les portes ont été ouvertes par Ferron ou par Nota, mais c'est pas encore tout à fait mesurer l'impact de social return on investment, comme disent les universités de par le monde. Le monde de l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social aujourd'hui, c'est l'idée de faire mieux avec moins. Attention, nous sommes en train de changer de modèle économique et l'Europe était agricole en 1900. Maintenant, nous produisons 7 fois plus avec 4% d'agriculteurs. Donc, nous ne sommes plus une Europe agricole. Ce n'est pas l'agriculture qui produit les emplois pour nos enfants. Eh bien, on va assister à la même chose au niveau de l'industrie. On va garder l'industrie, évidemment, mais ce n'est pas là qu'on va créer les emplois pour nos enfants. Cette économie immatérielle, c'est comme de l'huile. Vous dites, oh oui, mais moi je suis PME, ça ne me concerne pas. Ah, moi je fabrique des voitures, ça ne me concerne pas. Non, non, non. C'est une nouvelle logique. C'est comme de l'huile qui pénètre par les ordinateurs toutes nos entreprises.
La création de valeur, c'est de la connaissance appliquée à de la connaissance pour créer de la connaissance. Mais dans toutes vos entreprises, vous êtes en train de le faire. L'outil de production est la personne humaine. Et la personne humaine doit être créative. Elle crée avec quoi? Pas seulement avec son intelligence, avec son cœur, avec son corps, avec son âme. Ah, le chef d'entreprise, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit favoriser la créativité. Il doit respecter l'humain. Pas parce qu'il est éthique. Je m'excuse. J'ai beaucoup de respect pour l'éthique. Mais parce que sinon, ça ne marche pas. La connaissance, ça ne fait que se partager. Et c'est comme l'amour. Plus vous en partagez, plus vous êtes dans des réseaux, plus vous en avez. Ici, le chef d'entreprise, aujourd'hui, il a un volant industriel et un volant post-industriel. C'est ça qui est difficile. Ce sont deux logiques différentes et c'est pas toujours facile. Parce qu'on est vraiment en transition. Nous sommes comme entre deux plaques tectoniques. Dans les acquis immatériels, ce que vous faites pour l'environnement, sérieusement, hein, faut pas jouer avec la bourse, hein, sérieusement, ce que vous faites pour l'environnement et ce que vous faites pour la cohésion sociale, ça augmente vos acquis immatériels. Votre entreprise, elle est bourrée d'acquis immatériels. Et ce qu'on voit, c'est très amusant. Dans tous les matériels, les femmes sont 2 fois plus compétentes que les hommes. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai une petite explication, c'est qu'en fait, les femmes, un vieux schnock comme moi je travaille en pyramide, je travaille en relation de pouvoir. Mais ma femme, elle travaille intuitivement en réseau, la famille c'est un réseau. Et ma femme ne peut même pas imaginer de travailler en pyramide, sauf si elle est forcée. Si votre entreprise est sérieuse dans la promotion du social et de l'environnement, elle va augmenter ses acquis immatériels. Les acquis immatériels, dans la bourse de New York, c'est 60%.